Je suis Thibaut Enoch et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction de LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. Bonjour à tous et bienvenue dans Bourbon Hebdo. Au programme cette semaine, un bilan, celui de la session parlementaire qui s'achève. Une année inédite avec une chambre divisée, des gouvernements malmenés, peu de textes votés, mais des députés au cœur du pouvoir et de la mêlée. On vous dira ce qu'ils en pensent, eux, de ces quelques mois écoulés. Et puis, les mois à venir, à quoi s'attendre pour la rentrée, budget, motion de censure, élections municipales à venir, dissolution, qui sait. On essaiera de voir ce que les prochains mois nous réservent. Avec moi aujourd'hui, pour regarder à la fois dans le rétro et dans la boule de cristal, mes deux collègues et comparses expertesses Parlement, Elsa Mondagava et Stéphanie Depierre. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Stéphanie, donc j'arpente les couloirs du Parlement pour donner toutes les infos sur ce qui se passe ici dans ce vieux palais Bourbon. Elsa. Et donc je présente l'émission juste avant et après les questions au gouvernement. On revient aussi sur les grands moments de séance, les déclarations de politique générale, les motions de censure, qu'elles soient adoptées ou non. Et vous avez donc tout suivi de cette année parlementaire. On commence ce bilan par ce que disait ce matin la présidente de l'Assemblée nationale sur LCP, sur ce qu'il faut retenir de cette année écoulée. Moi, je dresse un bilan contrasté, nuancé. C'est une assemblée qui a livré des choses très bien, et puis des choses moins bien, et puis des choses détestables. Et il faut regarder un petit peu tout ça dans le détail. Moi, je déteste ceux qui, en tout cas, ceux qui ont une vision très binaire des choses. C'est pas le cas. Un bilan contrasté, c'est un bon résumé, Elsa ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, elle est quand même obligée de défendre son institution. Donc, elle veut dire que le Parlement continue à avancer, que malgré tout, les conflits politiques, on arrive à légiférer. Mais je pense que tout le monde s'aperçoit bien, députés comme journalistes parlementaires par exemple, que c'est une année qui est quand même très très compliquée. On se souvient que quand Emmanuel Macron a choisi de dissoudre, il a dit que c'est parce que le Parlement n'arrivait pas à travailler. Mais on voit bien que la dissolution n'a rien réglé, a même aggravé beaucoup de problèmes, et je pense que beaucoup de députés repensent aux années passées en se disant c'était un peu compliqué, mais on arrivait quand même à faire des textes en votant un coup avec la droite, oui, un coup avec la gauche. gauche. Ils avaient moins de pouvoir qu'ils n'en ont eu ces derniers mois, dans l'absolu, puisque le gouvernement avait beaucoup plus de textes. Alors justement, et qu'ils étaient plus difficiles à Mais c'est un amender. peu ce qu'on a dit avec la dissolution après, en disant le pouvoir sera à l'Assemblée, le pouvoir sera aux députés, les députés vont... En fait, les députés, ils ont le pouvoir de censurer le gouvernement, ce qui est un pouvoir ultime. Mais après, sur la construction des textes, sur les caps fixés, etc., on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus compliqué que prévu. Et c'est pas comme si l'Assemblée et les députés pouvaient faire le travail du gouvernement. C'est pas quelque chose, c'est pas parce que le gouvernement présente pas de texte que c'est très bien, l'Assemblée avance. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. On va mettre des chiffres sur cette question. 90 textes au total ont été votés. Seulement 8 projets de loi, donc venus du gouvernement, c'était 21 l'année précédente. 39 propositions de loi, là, des textes d'initiative parlementaire contre 30 l'année précédente. Ça fait un solde négatif. Stéphanie, on a d'abord assisté à une forme de trou d'air législatif. Oui, trou d'air législatif, d'abord parce que le gouvernement n'a pas de majorité. Donc, au lieu de présenter des projets de loi qui, généralement, structurent non seulement le travail de l'Assemblée, mais aussi le débat public, eh bien, finalement, c'est des propositions de loi, alors parfois d'ampleur moindre, parfois importante. Par exemple, sur le narcotrafic, là, le gouvernement, c'était clairement le projet du gouvernement, mais il s'est appuyé sur une proposition de loi en se disant que ça passerait mieux et que si jamais ça ne passait pas, l'affront serait moins grand. Ce n'était pas un projet de loi du gouvernement qui serait retoqué. Sur la fin de vie, on l'a vu aussi. Là, c'est pour moi un des points positifs, c'est les parlementaires qui se sont mobilisés en fait pour que ce texte revienne à l'agenda du Parlement. Avant la dissolution, c'était un projet de loi. La discussion avait été complètement interrompue par la dissolution. Et là, il est revenu sous forme de proposition de loi parce que là, le gouvernement ne voulait pas d'un projet de loi parce qu'on sentait bien que François Bayrou n'avait pas très envie de porter la création d'une aide à mourir. Donc, ces deux propositions de loi, le texte a été découpé et ces deux propositions de loi qui ont été discutées. Mais là, le débat était assez intéressant parce que comme il avait déjà eu un peu lieu l'année dernière, que tout le monde avait les enjeux, c'était un débat assez important.
Et ce qu'il faut comprendre, que c'est pas juste proposition de loi, projet de loi, peu importe. En fait, c'est 2 textes parlementaires où il y a des débats. C'est pas du tout la même construction. Sur un projet de loi, donc du gouvernement, il y a un avis du Conseil d'État, il y a une étude d'impact, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer les changements que peut provoquer la loi. On est capable aussi, d'avoir des points de vigilance sur certains côtés. Là, une proposition de loi, les députés, ils peuvent la rédiger de leur côté. Elles sont parfois beaucoup plus fragiles. Ils n'ont pas toute l'administration des ministères. De l'Assemblée pour les aider, mais c'est pas une machinerie non plus si énorme que ça. C'est pas un cabinet, Exactement. juridiquement, c'est pas le même poids. Voilà, donc on peut se retrouver aussi avec plusieurs propositions de loi. Et donc Stéphanie le disait, par exemple, sur celle du narcotrafic, on a eu un gouvernement qui, entre-temps, a demandé l'avis du Conseil d'État sur certains points, le Conseil constitutionnel qui a donc retoqué à la fin. C'est vraiment, d'une manière législative, c'est des textes qui peuvent être beaucoup plus fragiles. Est-ce que ça a mis en lumière, du coup, le fait que les parlementaires, quand ils sont justement laissés seuls à légiférer comme ça, ils n'ont pas les outils, ils sont un peu à l'aveugle? C'est surtout qu'en fait, je trouve que ce qui est assez marquant avec les propositions de loi, c'est-à-dire que chaque parlementaire qui va défendre la proposition de loi va dire qu'elle est absolument indispensable, mais c'est pour satisfaire aussi peut-être son électorat, avoir des objets de la vie quotidienne, dire aux Français, regardez, on s'occupe de vous. Mais après, c'est vrai, quand on a des propositions de loi adoptées sur le fait de pouvoir donner son sang sur son temps de travail, est-ce que c'est vraiment un texte qui va structurer l'action publique ? Pas forcément. Je ne dirais pas que les parlementaires et les députés se font plaisir avec leur texte, évidemment. Eux le défendent, c'est important. Mais généralement, les propositions de loi, voilà, il y a une ou 2 par mois qui passent, ça peut être des objets. Là, quand on en a pléthore comme ça donne le sentiment d'avoir, allez, on va s'occuper un peu du métier d'infirmier, allez, on va s'occuper des centres-villes pour pouvoir avoir des bistrots dans les centres-villes, le don de sang. Mais tout ça mis bout à bout, ça ne fait pas une cohérence dans une majorité, dans l'action publique. Et puis il y a beaucoup de propositions de loi qui sont arrivées du Sénat. Alors c'est le jeu, hein, c'est les députés et les sénateurs qui peuvent proposer des lois, mais ça a pas mal influencé aussi sur la manière de travailler ici. Soit les députés ont complètement défait ce qu'avaient fait les sénateurs, soit à l'inverse, les sénateurs ont un peu imposé leur timing et leur sujet. Allez, voilà pour le bilan, on va dire, législatif. Faisons un petit bilan politique maintenant. Alors, cette session-là, évidemment, été marquée par un événement majeur, l'adoption d'une motion de censure ayant fait chuter le gouvernement. C'était celui de Michel Barnier, ça n'était pas arrivé depuis 1962. Ça a été le vrai tournant de cette session. Elsa, il y a eu un avant et un après? Oui, exactement. Et c'est vrai qu'en fait, on a eu vraiment une dramatisation, une tension montée sur cette motion de censure, puisque Michel Barnier savait dès le début qu'il pouvait chuter sur cette motion de censure. On a eu une forme d'aveuglement des troupes du bloc central qui, jusqu'au dernier moment, nous disaient « mais non, le Rassemblement national ne va pas censurer. Ils sont dans une volonté de respectabilité, ils ne censureront jamais ». Et ce qui est assez... avec Stéphanie, on en voit tout le temps des députés, les députés du Rassemblement national, 2 semaines avant, nous disaient non mais c'est bon, la décision elle est prise, on va censurer. Et surtout quelques heures avant, des députés du socle commun nous disaient encore non mais ils n'iront pas jusqu'à censurer, vous vous rendez compte, en plein budget, etc. Jusqu'à la dernière minute, du côté du gouvernement et de la majorité, la majorité relative, on nous disait non mais Michel Barnier ne tombera pas. Il y a eu une espèce de sorte d'aveuglement complet, qui fait que depuis, assez étonnant. À chaque fois qu'ils ont dit la même chose, par exemple sur la motion de censure socialiste pour François Bayrou, tout le monde avait quand même un petit doute jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que de toute façon, avec le Rassemblement national, et nous on se souvient bien depuis leur changement de pied sur la loi immigration, où on a Marine Le Pen qui arrive aux 4 colonnes en disant finalement je vais la voter. De toute façon, nous on sait que le Rassemblement national, ils sont complètement imprévisibles, qui peuvent changer d'avis au dernier moment. Et surtout, ce qui est assez particulier avec le Rassemblement national, et ils le disent, mais vraiment devant les caméras, c'est on fera ce que Jordan et Marine nous diront de faire. Et à partir du moment où Jordan et Marine, donc Jordan Bardella et Marine Le Pen disent quelque chose, c'est suivi à 100% dans le groupe. Mais jusqu'au dernier moment, effectivement, ils peuvent changer d'avis, surprendre, piéger surtout, puisqu'à chaque fois c'est pour piéger soit le gouvernement, soit les oppositions de gauche. Donc nous, on a toujours en tout cas un point de vigilance sur ce côté-là en disant on ne peut jamais être absolument certain de ce que fera le Rassemblement national. Alors, le gouvernement de François Bayrou, qui a suivi celui de Michel Barnier, il a permis 2 choses. Elle a été permis par 2 choses. La non-censure du groupe socialiste, remise en cause récemment sur le dossier des retraites, et puis la constitution de ce qu'on a appelé le socle commun avec la droite républicaine qui entre à ce moment-là au gouvernement. On a souvent parlé dans cette émission des fractures qui sont allées croissantes dans ce socle commun. Quel bilan on en tire de ce socle commun au terme de cette année, Stéphanie? Que t'ont dit les députés? Alors déjà que c'est pas vraiment commun.
et que c'est même plus vraiment un socle, puisque au gouvernement, le seul socle qui restait un peu, semblait-il, c'était au gouvernement, où les ministres arrivaient à peu près à parler d'une même voix, mais on a vu ces dernières semaines les tiraillements entre Bruno Retailleau, Agnès Pannier-Runacher, donc c'est vrai que cet attelage est très bizarre, parce que je pense que ce qu'on ressent à l'Assemblée, cette absence de cap, ce côté un peu fouillis, ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas d'unité au sein du gouvernement, que François Bayrou, les députés le disent beaucoup, et ça, que ce soit chez les macronistes, à la droite républicaine, ou même ses propres troupes du MoDem disent qu'il ne s'est pas emparé, qu'il ne gère pas ses troupes, et donc il ne coordonne pas le travail des groupes politiques, il ne les informe pas forcément beaucoup de ce qu'il va faire, du coup eux ne peuvent pas monter au créneau derrière pour défendre ses propositions. Il y a ce moment de flottement, on sent qu'il exerce un pouvoir de Premier ministre de manière assez seule, et ça, du coup, ça n'arrange pas les divisions qu'on voit toutes les semaines. Il y a un épisode entre un ministre d'un camp et un ministre de l'autre camp, et quand c'est pas au gouvernement, c'est ici à l'Assemblée, où on a des députés du socle commun qui ne votent pas du tout la même chose, qui peuvent voter des choses carrément inverses. On l'a vu sur le moratoire, par exemple, sur le solaire et l'éolien. Ben là, vous avez un amendement, les Républicains, pour ce moratoire, qui n'est voté que grâce aux voix du RN, parce que ce soir-là, la droite républicaine, ils sont 4 dans l'hémicycle, le RN apporte 57 voix. L'amendement passe à 3 voix, et donc là, il y a une levée de bouclier des macronistes qui accusent la droite de défaire tout le bilan écologique d'Emmanuel Macron. Et in fine, les Républicains se disent que, en fait, ils ne vont pas voter contre la loi, mais s'abstenir. Enfin voilà, tout est très éruptif. On ne sait jamais comment va atterrir un texte dans cette assemblée éclatée. C'est compliqué aussi pour les macronistes, hein, Elsa. Oui, et en fait, on peut le résumer assez facilement. La guerre des chefs, elle est déjà lancée. Tout le monde a 2027 dans la tête. Et à partir du moment où la droite veut son candidat, que le Bloc central en a déjà 3, 4, 5 sur la ligne de départ, je ne sais pas pour justifier les errements parfois de François Bayrou, mais François Bayrou, il pourra bien dire ce qu'il voudra. Personne ne se sent tenu de le suivre. Le plus petit dénominateur commun dans ce socle, qui, comme le disait Stéphanie, n'est plus commun, c'est le fait de vouloir une forme de stabilité, d'être ceux qui ne veulent pas forcément voir le gouvernement renversé, en tout cas pas tout de suite, et c'est le seul truc qui leur reste. On voit bien qu'il a été créé au moment de Michel Barnier juste pour être plus nombreux que le nouveau Front populaire. C'est la seule raison, en fait. Il n'y a pas de réflexion sur un programme commun. Et d'ailleurs, Marc Fesneau, par exemple, le président du groupe MoDem, le dit souvent. Le problème, c'est qu'en fait, on s'est jamais même mis d'accord entre nous pour dire, on se met d'accord sur 5-6 trucs, on se dit aussi ce qui ne va pas, et au moins on avance. En fait, ils n'ont jamais fait ce travail-là. Ils ont juste additionné leur voix pour être plus nombreux, pour légitimer le fait que le Premier ministre soit de droite, soit du centre, soit un macroniste, et c'est tout. Et il n'y a plus de réunion, par exemple, entre les groupes politiques ici à l'Assemblée du socle commun. Parfois, les présidents de groupe se voient, mais j'en discutais justement avec un ancien président de groupe, c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. Il n'y a pas de coordination entre les 4 groupes politiques qui devraient soutenir le gouvernement dans le travail parlementaire au quotidien. Alors, à gauche aussi, on a vu des fractures cette année. Le nouveau Front populaire a volé en éclats. Des socialistes qui ont cherché plus d'autonomie. Des Verts qui sont globalement restés arrimés au NFP, à la France insoumise. Des votes de motion de censure, parfois ensemble, parfois pas. Le congrès du PS qui devait trancher la ligne, il ne l'a pas vraiment fait. Ça a été une année de confusion ou de clarification, Elsa ? Non, une année de confusion, encore une fois. Je pense que le socle commun n'existe pas. Le nouveau Front populaire n'existe pas non plus. Après, là où il faut faire, je pense, attention, c'est qu'au sein du Parti socialiste, il y a eu effectivement la volonté de se différencier des communistes, des écologistes et surtout des insoumis, en négociant notamment ce pacte de non-censure. Mais on voit bien qu'au sein du parti, le Congrès, qui s'est fini à 50-50, du coup, n'a pas vraiment tranché la question de la ligne. Et quand on rentre dans le détail, notamment quand on se projette sur les prochaines municipales, puisque c'était la question des alliances avec la France insoumise, qui avait aussi suscité énormément de tensions, énormément de débats dans le parti, en fait, quand on regarde bien, tout le monde dit tout se fait au cas par cas, puisque c'est très compliqué aussi de se dire, et puis il y a une volonté aussi du peuple de gauche, entre guillemets, qui ne veut pas avoir 4 candidats de gauche sur une ligne de départ, puisque machinalement, sinon c'est... Enfin voilà, il tombe aux oubliettes. Donc il y a un côté aussi très politique sur les divisions entre les insoumis, le PS, etc. Je pense qu'elles sont exacerbées ici à l'Assemblée sur certains sujets. Ensuite, dans certaines mairies, dans certaines communes, etc., c'est des gens qui vont être amenés à travailler ensemble. Tu parles de se projeter sur les municipales, Elsa. On va en rester là pour le coup d'œil dans le rétro. On va se tourner justement vers la suite.
À quoi s'attendre pour la rentrée? Budget, motion de censure, dissolution, qui sait? Et puis donc ces municipales qui vont s'inviter dans la partie et brouiller encore un peu plus le jeu à l'Assemblée. Pas de doute, les prochains mois seront mouvementés. C'est aussi ce que les députés voient, Stéphanie, avant que cette coupure. Ils savent que la rentrée va être compliquée. Oui, ils savent très bien qu'il va falloir passer le budget, ou passer ou pas le budget. Et un député me résumait la rentrée en me disant le seul sujet qui compte, c'est la non-censure. Donc la non-censure des socialistes et du RN, ou la censure. Donc on verra à ce moment-là si François Bayrou arrive à passer son budget. Il sera de toute façon, s'il y arrive, obligé d'utiliser des 49.3. Est-ce qu'il tombera ou pas? Après, il y en a qui commencent déjà à s'interroger, notamment à gauche, sur la bonne stratégie, c'est-à-dire que parmi ceux qui veulent censurer, les députés s'interrogent en disant est-ce qu'il faut censurer au début de la discussion budgétaire pour marquer notre position? Est-ce qu'il faut quand même discuter, comme l'année dernière, tenter d'arracher des choses dans le budget, d'y participer et de censurer à la fin si ça ne leur convient pas? À l'EPS notamment, l'année dernière, la censure leur a beaucoup été reprochée par les élus locaux parce que ça a créé de l'instabilité dans le pays. Là, certains se disent si on censure en décembre, 3 mois avant des municipales, ça va être catastrophique pour nous. Si on censure, il faut le faire plus tôt parce que ce sera plus facile à expliquer et parce que peut-être on met moins en danger le pays. Donc il y a déjà tout un tas de réflexions dans toute l'opposition pour savoir à quel moment ce sera le plus opportun de censurer pour avoir des gains politiques. Alors tu l'as dit Stéphanie, tout va tourner autour de cette bataille du budget. Pas seulement pour l'instant, François Bayrou, il refuse de dévoiler ses arbitrages. Il réserve ses annonces pour le 15 juillet. Pour l'heure, il faut se contenter de grands principes. Le but qui sera fixé dans les annonces de principe, on est obligé de baisser la dépense publique du pays. On est obligé de faire que le déficit ne s'accroisse pas et que la dette s'accroisse moins. Ce principe-là ne changera pas. Elsa, les parlementaires proches de François Bayrou, ils n'en savent vraiment pas plus que ça. Le mystère, il est pas fin, là? Alors, il y a déjà une volonté de François Bayrou de préparer l'opinion, la surpréparer peut-être même, puisqu'en plus, on rappelle, il fait ses annonces le 15 juillet. C'est tôt pour le budget, mais c'est tard. Là, les Français, je ne sais pas s'ils ont la tête, juste avant de partir en vacances, à se dire on va aller écouter le Premier ministre nous promettre des temps difficiles. Je pense que ce n'est pas fin. Après, on a de toute façon des grandes lignes, 40 milliards d'euros d'économies, surtout des baisses de dépenses et très très peu de hausse de fiscalité. On a eu quand même des ballons d'essai pendant plusieurs mois sur la question de l'année blanche, sur la question de la recherche des niches fiscales. Donc il y a un mystère autour de la copie finale, mais on a eu quand même quelques informations. Moi, la question que je me pose, et je pense que les parlementaires du bloc central, en tout cas à qui j'ai posé cette question, n'ont pas la réponse, c'est est-ce que vraiment on aura une copie figée sur voilà les 40 milliards d'euros d'économie? Est-ce qu'il y aura encore des portes ouvertes? Marc Fesneau, par exemple, proche de François Bayrou, dit proposer 20 milliards d'euros d'économie et ensuite laisser les groupes parlementaires réfléchir aux 20 autres. Il y a beaucoup de déclarations d'intention également. Donc, est-ce qu'on va avoir vraiment le PowerPoint à côté du Premier ministre nous détaillant les milliards qui tombent pour arriver à la somme des 40 milliards? Ça, c'est une question à poser. En revanche, et Stéphanie le disait, si les oppositions se préparent aux stratégies, je pense que c'est pareil pour le gouvernement. On a eu l'épisode Barnier. Est-ce qu'on laisse les parlementaires discuter sur le budget? Vous savez que sur le budget, il y a aussi un principe assez particulier, c'est qu'il y a des délais restreints. Et donc, en fait, si on arrive au bout des délais, on n'est pas obligé d'imposer le budget par 49.3. Il peut s'imposer par ordonnance. C'est très subtil comme changement, mais s'il n'y a pas de 49.3, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de motion de censure obligatoire, automatique. Et en tout cas, s'il y en a une, elle fait tomber le gouvernement, mais elle ne fait pas forcément tomber le budget. En tout cas, ce qu'on promet le gouvernement peut rester ce qu'on appelle en affaires courantes et il a la capacité. Exactement. Et le budget est passé budgétaires. par ordonnance. Donc, ça veut dire qu'on ne met pas en péril le budget comme ça l'a été l'année dernière. Et puis, il y a aussi beaucoup sur le récit que va proposer François Bayrou. Beaucoup nous disent il préfère mourir debout qu'à genoux. Il peut jouer son va-tout. Il peut partir. Il peut dire c'est à prendre ou à laisser. On parle beaucoup de Pierre Mendès France, donc les plus jeunes ne reconnaîtront pas forcément, mais un Premier ministre qui n'est pas resté longtemps, mais qui a imprimé sa marque. Qui avait laissé une image dans la vie politique française d'honnêteté, de vérité du discours. Exactement, quitte à partir, quitte à être censuré. Mais on a bien vu que quand on essaye de négocier, quand on donne des compromis aux uns aux autres, on peut tomber à la fin. Donc peut-être autant ne pas négocier
et s'en aller. Oui, tu parles de compromis. Est-ce qu'il va négocier ? Plus loin dans l'interview qu'on a entendue, François Bayrou dit, bon, il y a cet objectif de 40 milliards, ça, on n'y touchera pas, mais si les parlementaires trouvent des solutions, pourquoi pas ? C'était aussi le discours de Michel Barnier et on a vu ce que ça a donné. Oui, très clairement. Alors, un député me disait, Michel Barnier, le problème, c'est qu'il était raide dans la négociation, il savait où il allait, mais il a commencé à négocier véritablement à la toute fin de la discussion parlementaire, et c'est pour ça qu'il est tombé. Là, on sent que François Bayrou affiche des principes de discussion, de nouvelles méthodes, sauf que, par exemple, alors là, c'est quelque chose qu'on entend partout, que ce soit dans l'opposition, à gauche ou dans son bloc central. Souvenez-vous, cet hiver, François Bayrou avait dit ce sera une nouvelle méthode, je vais dialoguer avec les parlementaires, etc., etc. Et en fait, ils ont tous l'impression que c'est resté lettre morte. Même au sein de son propre socle commun, même si on a dit qu'il n'était ni socle ni commun, beaucoup de députés ne savent pas où ils vont, n'ont pas d'informations, que ce soit sur le budget, et puis il y a aussi le budget à la sécurité sociale. Vous savez, c'est deux objets législatifs différents, mais c'est deux gros moments de l'automne, et tous se disent, en fait, il n'a pas changé grand-chose. Donc, pour l'instant, est-ce que cette méthode un peu floue va porter ses fruits et l'aider à rester en place ? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça va accélérer sa chute ? C'est assez difficile de le dire. Alors, certains ministres essayent de se rassurer un peu pour l'automne. Il y a une ministre qui me disait, celui qui passe le budget le plus merdique, désolé pour le mot, qui passe la serpillière pour les autres, il rend service à celui qui vient derrière. Donc, elle se dit que peut-être, elle a une chance de survie de quelques semaines à l'automne, parce que les oppositions auraient aussi tout intérêt à ce que les comptes soient un peu assainis avant de tenter de reprendre la main. Il y a une dimension dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'Emmanuel Macron a retrouvé le pouvoir de dissoudre. Est-ce que ça peut jouer ? Est-ce que quelqu'un à l'Assemblée croit vraiment qu'il pourrait le faire, Elsa ? Alors, en fait, tout le monde ne voit pas comment une dissolution pourrait régler le problème. Parce que s'il y a une nouvelle dissolution, ce que les parlementaires envisagent, c'est un groupe RN renforcé, pas forcément majoritaire, mais en tout cas renforcé, et ne voient pas forcément le calcul pour eux. Mais ce que tout le monde dit aussi, c'est si vous m'aviez dit le 8 juin qu'il allait dissoudre, je vous aurais dit que vous étiez folle. Donc maintenant, voilà, personne ne dit jamais. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, tout en disant qu'il ne le souhaite pas, qu'il ne le veut pas, etc., ne ferme pas cette porte. C'est un outil constitutionnel, il ne peut pas... voilà, en tout cas, il dit qu'il ne veut pas s'en priver. À chaque Exactement. fois, il répète. Donc personne n'y songe. Après, c'est pareil. En fait, je pense que tout le monde est un peu dans un rétro-planning. Donc il y a les élections présidentielles de 2027. En mars 2026, il y a les municipales. Donc en fait, à quel moment on dissout ? Une fois que les municipales seront passées, tout le monde aura la tête à 2027. Est-ce que c'est vraiment utile de dissoudre ? Et puis on n'imagine pas un Emmanuel Macron dissoudre moins d'un an avant la présidentielle, ce qui empêcherait son successeur de lui dissoudre une fois qu'il est élu. Donc en fait, c'est pas tellement qu'on n'y croit pas, parce qu'en ce moment, je pense que personne ne se ferme la porte à aucun scénario et tout le monde veut bien croire à tout. Mais c'est qu'en plus, on voit pas tellement le moment. Au moment du budget, c'est très compliqué, surtout quand on a dénoncé l'irresponsabilité des gens qui avaient fait chuter le gouvernement à ce moment-là. Passer les municipales, ça fait très tard aussi. C'est pas forcément que les députés n'y croient pas, mais c'est qu'ils ne voient pas non plus forcément la fenêtre de tir pour le faire. Bon alors, législatives anticipées ou pas, on verra. En tout cas, pour les amateurs de législatives, il y en aura quand même 3 à la rentrée. 3 législatives partielles, hein, on l'a appris aujourd'hui, Stéphanie. Oui, il y a 3 élections de députés qui ont été annulées. Celle de Jean Lossuc à Paris, député Ensemble pour la République, donc macroniste. Celle de Stéphane Vogetta, député des Français de l'étranger. Sa circonscription, c'est l'Espagne, le Portugal. Et puis celle de Brigitte Barège, qui est une députée UDR, c'est le groupe d'Éric Ciotti. Donc il va y avoir des partiels. Donc là, c'est pareil, on va voir bouger à travers ces élections le socle commun. Voilà, le groupe UDR, par exemple, a beaucoup à y perdre parce qu'en fait, ils sont 16. Il faut être 15 pour faire un groupe. Donc si cette députée-là, ils ne sont plus que 15, s'ils perdent ce poste-là, ils seront tout juste à la limite. Donc voilà, ça nous promet de... Ces partiels à la rentrée, ce qui sera intéressante, c'est aussi celle de Jean Lossuc, très proche de Rachida Dati. Oui. Et ça dira un petit peu aussi sur les municipales à Paris, l'état du socle commun pour décider de droite républicaine. De toute façon, ces partiels, on les interprète toujours, on les surinterprète, et ce sera encore le cas pour celle-ci. Un tout dernier mot pour se projeter sur le plan législatif. On a parlé du budget. Est-ce qu'il y a d'autres textes à attendre à la rentrée ? Alors, on a un projet de loi sur les polices municipales
présenté par François-Noël Buffet. Donc ça, ce sera à l'automne. Il y a un projet de loi sur l'enfance également, je crois, qui est en préparation. Et plus tard, si François Bayrou survit au budget, il y a la proportionnelle. Il avait dit que ce serait en septembre et en fait, il a reporté. Il s'est dit, soyons plus raisonnables peut-être. Il a reporté après le budget fin, donc 2025 ou début 2026. Très bien. Allez, on en reste là. Merci pour toutes ces infos et ce décryptage, Stéphanie Despierres et Elsa Mondagava. C'était le dernier Bourbon Hebdo avant la pause estivale. Vous l'aurez compris, les parlementaires vont prendre un peu de vacances et nous aussi. Rendez-vous mi-septembre à la reprise des travaux de l'Assemblée. D'ici là, adieu, motion de censure et amendements. Bonjour, serviettes et parasols. Bel été à tous. La séance est levée.